Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le webinaire de l'AFPBN qui va croiser deux sections. La section d'études des conduites suicidaires, la SEX, et la section de médecine psychédélique. Et on va parler aujourd'hui de la dépression suicidaire, haute couture plutôt que taille unique en prêt-à-porter. Alors, je vous rappelle que vous êtes invité à devenir membre de l'AFPBN et que les attestations ne sont délivrées qu'aux membres de la l'AFPBN qui sont à jour de leur cotisation et que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet qui est prévu à cet effet. Aujourd'hui, on reçoit deux invités de marque. On va recevoir Bénédicte, qu'Hugo Botman va présenter tout de suite. Donc Bénédicte Nobilet, qui est pharmacien spécialisé en psychopharmacologie et troubles de l'humeur et troubles des conduites suicidaires. Elle est PHC au sein du département d'urgence et post-urgence du professeur Courtet à Montpellier. Elle a fait son doctorat sur les biomarqueurs dans les troubles des conduites alimentaires et dans les troubles des conduites suicidaires. Et elle fait partie de l'équipe de recherche environnement biomarqueurs neuropsychiatrie de l'Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier. Et on reçoit aussi Georges Lopez Castroman, qui est professeur de psychiatrie à l'Université Montpellier, qui a été chef de service de psychiatrie d'urgence et de liaison au CHU de Nîmes, et qui a été coprésident aussi de la section suicidologie de l'Association européenne de psychiatrie. Il fait aussi partie de l'équipe de recherche environnement biomarqueurs neuropsychiatrie de l'Institut de génomique fonctionnelle. Il est auteur depuis une centaine d'articles. Merci beaucoup à nos deux conférenciers. Et on va laisser la parole. Sans plus attendre, oui, on va leur passer la parole. Donc, c'est d'abord Georges et puis ensuite Bénédicte qui enchaînera. C'est à vous. Bon, bonjour à tous et merci déjà pour l'introduction. Merci aussi, bien sûr, aux deux sections pour l'invitation à participer. Alors, la question, je pense que nous sommes tous d'accord sur les patients suicidaires comme des patients qui nécessitent une prise en charge spécialisée et spécifique et particulièrement sécurisante. Donc, une question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait, parce qu'en attendant des outils, donc Bénédicte va nous parler tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait avec les traitements par antidépresseurs chez les patients suicidaires. Et donc, je voulais vous répondre un peu à cette question, vous donner quelques éléments dont on a pu travailler au cours de ces dernières années. Alors, pour commencer, un petit rappel. Vous vous rappelez tous de ces controverses et les black box warning qui ont motivé des modifications dans l'indication de mise en place d'antidépresseurs, notamment sur les jeunes. Donc, il faut rappeler, bien sûr, les méta-analyses de Stone de 2009 avec une cohorte énorme qui était basée sur des études randomisées contrôlées de l'industrie. Et qui montrait voilà, comment les antidépresseurs s'associent à un risque de suicidalité dans un sens très, très large, non, qui va décider de suicide jusqu'à tentative de suicide ou suicide abouti, avec la mise en place d'antidépresseurs, mais uniquement chez les jeunes. Alors, c'est important de rappeler dans cette méta-analyse que pour les adultes au-delà de 25 ans, il y avait plutôt un effet protecteur, pas très clair jusqu'à 65 ans, mais très clair à partir de 65 ans. Et les résultats de ces méta-analyses ont été confirmés avec d'autres études ultérieures, notamment d'autres méta-analyses de Sarma en 2016, qui reprend d'autres indications d'utilisation des antidépresseurs, parce que les antidépresseurs, vous le savez bien, on l'utilise dans multiples indications, et donc bien au-delà de la dépression majeure. Alors, dans cette analyse de Sarma, on observait aussi que les risques ne concernaient pas uniquement les conduites suicidaires, mais aussi la récidivité. Et ça confirmait aussi que c'était des jeunes des moins de 25 ou même un peu plus jeunes, des moins de 19 dans leur étude. Alors, le problème de ces méta-analyses, c'est qu'ils se basent tous sur des essais contrôlés randomisés de l'industrie qui n'étaient pas dessinés pour étudier les risques suicidaires, mais plutôt pour étudier les outcomes dépressifs et qui avaient un rapport d'effets adverses un peu limité, pas très clair. Alors, c'est intéressant de regarder cette étude plus récente, c'est un umbrella review, donc c'est une qualité forte de l'évidence qui reprend toutes les études observationnelles dans des cas contrôle ou d'études de cohorte sur les effets adverses des antidépresseurs dans différentes indications. Donc, ça reflète un peu mieux la vraie vie avec les antidépresseurs.
Et dans cette étude, ils ont trouvé, bon, déjà, les effets adverses, vous voyez, en fonction de l'exposition antidépresseur, rarement concernent les conduites suicidaires. On parle de beaucoup d'autres effets adverses, notamment des malformations et des problèmes autour de la périnatalité. Mais les effets adverses liés aux conduites suicidaires sont moins fréquemment référés. Et puis, quand on fait l'analyse un peu en détail, ils ont trouvé qu'uniquement quelques associations gardaient un niveau de preuve convaincant. Et cette association, ça concernait les risques d'autisme quand on utilise l'antidépresseur, c'est la femme enceinte, les risques de conduite suicidaire quand on utilise l'antidépresseur, c'est les jeunes, et aussi un risque de naissance un peu précoce, non, un préterme. Mais le plus important, c'est que quand elle s'introduisait un contrôle par rapport au facteur de confusion lié à l'indication, ce niveau de preuve disparaissait. C'est-à-dire que quand on contrôlait vraiment, parce que le gros souci, c'est qu'on utilise les antidépresseurs, notamment sur les personnes qui sont plus à risque. Et donc, quand on introduisait, on contrôlait par rapport à ces facteurs de confusion, la conclusion que les auteurs proposent, c'est qu'en réalité, on n'a pas d'évidence à ce jour des contre-indications sur l'utilisation d'antidépresseurs. Et que même si les enfants, si on regarde un peu en détail, les risques sont plus associés à la non-réponse aux antidépresseurs, et je vais revenir, qu'à une émergence d'idées de suicide. Alors, l'émergence d'idées de suicide avec les antidépresseurs est liée probablement à plusieurs facteurs, par exemple, les traitements des patients bipolaires en pensant qu'ils sont des sous-bipolaires, ou à l'apparition, à l'émergence d'un syndrome d'activation. Alors, les syndromes d'activation, en particulier, je pense que ça mérite quelques mots parce que quand on passe au syndrome d'activation, d'accord avec la définition de l'FDA, il n'y a pas d'idée de suicide là-dessus. Mais on sait que dès que le syndrome d'activation apparaît, il y a des risques d'émergence. Mais tous les symptômes du syndrome d'activation n'ont pas la même portée, les mêmes risques. Dans une étude qu'on a fait il y a quelques années, on a pu regarder, comparer les domaines des symptômes dans les syndromes d'activation et les risques d'émergence de suicide. Et on a vu qu'en fait, les symptômes associés au sommeil, l'insomnie en particulier, étaient associés à beaucoup plus de risques, et ainsi que la multiplication des symptômes sur plusieurs domaines. Une autre étude très intéressante et récente sur cette question, c'est une étude australienne qui se base sur une cohorte populationnelle très large. Ils ont utilisé des échantillons de salive pour des études génétiques sur des populations qui ont eu des prescriptions d'antidépresseurs ou qui rapportaient prendre des antidépresseurs pour une dépression. Alors, cette étude, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà par la taille. Et puis, ils ont pu comparer, contrairement à des études précédentes, tous les différents antidépresseurs et les risques d'émergence d'idées de suicide. Alors, j'utilise un terme idées de suicide attribuables à l'antidépresseur et non pas d'idées de suicide émergentes parce que c'était autodéclaratif, mais quand même, c'est assez intéressant, c'est très parlant et on voit que les différents antidépresseurs portent un risque assez similaire des idées de suicide émergentes, autour de 9-10%. Même en combination, même quand on les combine, on les voit dans les cadrans en bas à droite, la combinaison d'antidépresseurs ne provoque pas une augmentation des risques d'émergence d'idées de suicide. Donc, ça suggère qu'il y a un effet inespécifique. Et encore plus intéressant, c'est qu'il y a certains diagnostics et certains symptômes qui sont plus associés avec l'émergence, notamment les diagnostics de troubles de personnalité, les diagnostics de troubles bipolaires, les schizophrénies ou les stress post-traumatiques. Alors, vous voyez bien, hein, là on parle de l'idée que tous les patients étaient déprimés, mais qu'ils pouvaient avoir une comorbidité associée. Et puis, dernièrement, la question des morts, hein, comme clairement facteur prédicteur très clair des développements des idées de suicide. Alors, ça nous permet de voir un peu l'évolution des idées de suicide au cours de la suite de l'introduction d'un antidépresseur. Donc, là-dessus, on peut voir une différence assez claire entre la réponse ou l'évolution dans les patients en général qui ne sont pas suicidaires quand on introduit l'antidépresseur et les patients qui sont suicidaires. Et ce que je vous montre là à gauche, c'est les résultats, enfin
l'évolution de l'émergence des suicides et l'évolution de ces scores de dépression dans une cohorte d'épisodes dépressifs qui prennent un antidépresseur ou qui changent d'antidépresseur, une cohorte française d'environ 5000 patients. Donc, on voit que la plupart des idées de suicide émergent suite à l'introduction de l'antidépresseur vraiment dans la première semaine. C'est 80% des idées de suicide qui apparaissent dans la première semaine. Et ensuite, dans les 12e et 13e semaines, il y a un 10% chaque semaine. Donc, ça diminue très clairement à partir de la première semaine. Par contre, si on regarde uniquement les patients qui sont suicidaires au départ, quand on introduit l'antidépresseur, et c'est l'étude de CO, une étude japonais, on voit qu'il y a quand même une diminution des idées de suicide, une résolution des idées de suicide, en fait, pour une partie très importante, pour la majorité des patients. Mais ces patients déprimés qui avaient des idées de suicide, on voit quand même qu'il reste un pourcentage pas négligeable de 30-40% qui ont toujours des idées de suicide malgré les traitements antidépresseurs. Et ce qui montre un peu, et on va revenir, ces difficultés particulières de la dépression suicidaire. Si on regarde un peu les résultats de l'équipe des Colombiens qui ont fait il y a quelques années une étude randomisée comparant paroxétine et Brintellix dans le cadre d'un épisode dépressif avec idée de suicide ou avec histoire de tentative de suicide, donc des patients qui étaient déjà suicidaires, on voit un peu que l'évolution des idées de suicide est très liée à l'évolution des idées des symptômes dépressifs et notamment de la dépression subjective, de la sensation d'être déprimé en tant qu'exprimée par les patients. Alors, quand est-ce qu'on introduit un antidépresseur chez les patients suicidaires? Bon, l'indication la plus claire, et vous avez compris, c'est la dépression suicidaire. Quand il y a vraiment un diagnostic de dépression, une indication claire, et qu'il y a des idées de suicide, avec des nuances dont je vais revenir. Mais on peut penser aussi que dans le cadre du processus suicidaire, avec ces différents facteurs qui interviennent, des facteurs qui sont plus distals, plus de vulnérabilité, des facteurs qui peuvent faciliter, voire précipiter l'émergence d'idées et des comportements suicidaires, les antidépresseurs peuvent aussi intervenir à d'autres endroits. Ils peuvent intervenir, et on sait, parce qu'il y a pas mal d'études des essais cliniques d'ailleurs qui ont démontré l'utilité des antidépresseurs dans la gestion de l'anxiété, dans les troubles de l'anxiété, et y compris dans la dépression anxieuse, et aussi dans la gestion des troubles de contrôle de conduite, des contrôles d'impulse, donc pour diminuer l'impulsivité. Donc, ces deux indications, ces possibilités nous laissent aussi une marge pour utiliser les antidépresseurs chez les patients suicidaires, même s'ils ne sont pas déprimés, avec beaucoup de précautions, et on va les voir. Et dans tous les cas, vous le savez bien, l'urgence n'existe pas dans l'introduction d'un antidépresseur, puisqu'il y a un délai. Donc, il faut d'abord prioriser la gestion des risques, autant pour les idées de suicide que pour les syndromes d'activation. Donc, quand on pense à la dépression suicidaire, et ça c'est un peu un sujet qui nous a intéressés autour de ces dernières années, en fait, le problème, c'est que quand les patients déprimés ont un profil suicidaire, ils ont des idées de suicide, ils vont d'abord avoir une mauvaise réponse, c'est-à-dire les patients qui répondent moins bien aux antidépresseurs vont développer des idées de suicide et des tentatives de suicide. Et inversement, les patients qui ont des idées de suicide ou qui ont fait une tentative de suicide vont répondre moins bien aux antidépresseurs. On a pu vérifier cela sur une cohorte française assez nombreuse où on a vu que l'introduction de l'antidépresseur et l'émergence des idées de suicide suite à l'introduction de cet antidépresseur s'associe à des caractéristiques basales classiques de suicidalité, donc notamment les antécédents des comportements suicidaires, la comorbidité d'abus de substances, l'anxiété, la sévérité de la dépression, mais aussi, et au-delà de cela, et indépendamment de tous ces facteurs, à la non-amélioration de la dépression. Et donc, quand on regarde de l'autre côté, vous voyez sur le cadran en bas à droite, quel est le risque, les odds ratios associés à une mauvaise réponse quand il y a une probabilité moindre
de rémission quand on a un sujet qui a été évalué soit par les cliniciens ou par soi-même comme suicidaire ou qui a eu des comportements suicidaires. Donc, en fait, cela revient à quelque chose sur lequel a travaillé Bénédicte ces dernières années. Donc, elle ne va pas nous parler de ça aujourd'hui, mais elle a publié récemment des articles qui sont très intéressants et qui montrent un peu les caractéristiques, un peu les spécificités des dépressions suicidaires dans les réponses. Non? Et cette spécificité implique notamment une diminution, une réponse moins bonne aux antidépresseurs, donc moins de possibilités d'atteindre une rémission de cette dépression, la persistance des idées de suicide et un risque plus important des comportements suicidaires dans l'évolution. Donc, ici, vous voyez dans les graphes l'évolution dans le temps des patients qui sont considérés comme déprimés, modérés à sévères et qui ont décidé de suicide en baseline, au début du suivi, pendant un an. Et on voit bien que les risques suicidaires, les risques de faire une tentative de suicide, d'avoir un événement suicidaire est plus important, c'est les patients qui sont initialement suicidaires. Alors, une autre étude qui est importante à mentionner, c'est l'étude de Copeland, de 2015, qui sur une très, très grosse cohorte en Angleterre, a pu évaluer un peu l'association entre l'évolution et la réponse à différents antidépresseurs dans des contextes de soins primaires. Dans cette étude de Copeland, on a vu que les risques de développement d'émergence de suicide ou de tentatives de suicide, c'est vraiment lié à l'introduction, mais aussi à l'arrêt des antidépresseurs. Et qui probablement, il y a quelques facteurs associés à certains types d'antidépresseurs, notamment les antidépresseurs, les inhibiteurs duels de la récapture de la sérotonine et la noradrénaline, comme ayant un risque plus important, notamment dans ces périodes d'introduction et d'arrêt de traitement par rapport aux SSRI, aux inhibiteurs de la sérotonine ou aux tricycliques. Donc, là, cela nous rappelle l'importance de bien doser et bien préparer l'introduction et aussi, bien sûr, la fin du traitement par un antidépresseur. Donc, le principe, c'est simple, c'est start low, go slow. On commence très doucement et on monte, on modifie les doses progressivement. C'est une question que nous, psychiatres, on a déjà en tête, mais qui n'est pas très claire pour en médecine primaire et qui a montré clairement une augmentation de risque de faire des tentatives de suicide, ce que vous voyez un peu à gauche sur une grosse cohorte aux États-Unis. Et puis, nous, on a pu démontrer aussi ici en France, sur la cohorte française, que les patients qui avaient des doses trop élevées, au-delà des recommandations, présentaient un risque plus important d'émergence de suicide et aussi une association avec les antidépresseurs les tricycliques fondamentalement, ou les duels noradrénaline, sérotonine par rapport au CSRS. Alors, si on revient aux recommandations, les recommandations ne rentrent pas vraiment dans les antidépresseurs en particulier. Ils nous parlent de l'importance d'un suivi rapproché, notamment la première semaine, ce qui est logique, mais puis aussi dans les semaines qui suivent. Et en adaptant la visite un peu à l'évolution du patient. Donc, prendre en compte la toxicité, notamment avec les tricycliques ou les duels dont on a vu. Mais j'ai trouvé une conférence de consensus assez intéressante des Japonais, parce que, comme je vous dis, dans les guidelines européennes, américaines, il n'y a pas de réponses particulières sur le type d'antidépresseurs. Les Japonais ont regardé cela et ont trouvé une majorité d'experts qui proposaient l'utilisation de mirtazapine en premier lieu dans les cas de la dépression suicidaire. Ce qui correspond assez bien, vous voyez sur les deux colonnes que je vous montre, avec la gestion des dépressions, avec une irritabilité, avec une certaine agitation. La première, la mirtazapine, puis les CSRS et puis les autres en première option. Alors ça, c'est une conférence de consensus, ce ne sont pas des recommandations
voilà, statué par un organisme, mais ça se rapproche un peu à ce qu'on pourrait voir dans la clinique. Voilà, moi j'ai fini là sur ma présentation qui va continuer Bénédicte sur des nouvelles thérapies qui franchement à ce moment ouvre une voie, une piste beaucoup, enfin, de beaucoup d'espoir. Mais pour l'instant, tant que ces pistes ne se concrétisent, il faut bien penser à comment utiliser les antidépresseurs en suivant ces différents études. Donc merci, à tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, je vais vous parler des éléments d'efficacité de la kétamine pour les patients suicidants et des potentiels éléments d'efficacité de la psilocybine pour nos patients suicidants. Donc, comme l'a dit le professeur Lopez Castromal, la dépression suicidaire, c'est-à-dire une dépression avec des idées suicidaires actuelles ou un antécédent de tentative de suicide, est une dépression différente de la dépression non suicidaire, avec notamment des caractéristiques cliniques plus sévères, moins de rémission de la dépression, une moins bonne réponse aux traitements antidépresseurs, un plus haut risque suicidaire, notamment indépendamment des antécédents de tentative de suicide, et jusqu'à 10% des patients qui vont avoir une persistance des idées suicidaires malgré une rémission de la dépression. On voit donc qu'il est important de trouver de nouvelles thérapeutiques pour ces patients. Et donc, on s'intéresse de plus en plus aux psychédéliques. Donc, on va commencer par la kétamine. Vous verrez, je vais passer assez rapidement dessus parce qu'au final, la kétamine, on commence à bien la connaître et on trouve un nombre incalculable d'articles dessus. Et j'insisterai un peu plus sur la psilocybine. Donc, la kétamine, certains l'appellent le psychédélique. Je tiens à rappeler qu'il s'agit de ce qu'on appelle un psychédélique non classique. Parce que ce qu'on appelle le psychédélique, ça va être des molécules comme la psilocybine, LSD, MDMA, etc., qui, eux, vont avoir un mécanisme d'action sérotoninergique, ce qui n'est pas le cas de la kétamine. Qui plus est, elle ne donne pas d'effets psychédéliques à proprement parler, mais plutôt des effets qu'on va appeler psychotomimétiques et dissociatifs. Donc, les effets de la kétamine sont dose dépendants. Ils vont commencer dans les 10-30 minutes qui suivent le début de la perfusion pour une durée d'environ 4 heures. Et pour la crise suicidaire, on va faire une injection, voire 2 grands maximum de kétamine, alors que pour tout ce qui est dépression résistante, dépression suicidaire, ça va être des administrations répétées, 1 à 3 fois par semaine environ, pendant plusieurs semaines pour pouvoir avoir un effet à longue durée. Donc là, oui, pareil, je ne vous parle que de la kétamine, je ne vous parle pas de l'eskétamine par manque de temps, mais juste, voilà, notez que l'eskétamine est l'énantiomère de la kétamine qui permet son utilisation par voie intranasale et donc de pallier à devoir recourir à la voie intraveineuse. Donc, très rapidement, le mécanisme d'action de la kétamine. Comme vous pouvez voir sur le schéma à droite, la kétamine est un antagoniste des récepteurs NMDA, ce qui va conduire à une augmentation des taux de glutamate, qui eux-mêmes vont agir comme agonistes des récepteurs AMPA, ce qui va permettre une activation de la voie mTOR, qui va stimuler la synaptogénèse. Alors, même si encore à débat, on pense aussi que la kétamine aurait un effet sur le système opioïdergique via une action sur les récepteurs mu, puisqu'il a été montré qu'en donnant de la naloxone, qui est un antagoniste de ces récepteurs mu, on avait une diminution d'efficacité de la kétamine. Et enfin, la kétamine va avoir d'importants effets anti-inflammatoires. Donc, comme je vous le disais, son efficacité dans la prise en charge des patients suicidants n'est plus réellement à démontrer. On trouve une multitude de publications sur le sujet. J'ai choisi de vous en présenter 2. Donc, tout d'abord, cette méta-analyse de 2018 qui regroupait 10 études où ils avaient testé des perfusions de kétamine versus midazolam, donc comme placebo, chez environ 200 patients qui avaient des idées suicidaires à l'inclusion. Et en fait, cette méta-analyse montrait que les patients qui recevaient de la kétamine avaient une diminution significative de leurs idées suicidaires 24 heures suivant la perfusion et qui pouvait perdurer jusqu'à 1 semaine après cette perfusion, ce qui n'était pas le cas chez les patients qui recevaient du midazolam, et que les effets sur les idées suicidaires de la kétamine étaient partiellement indépendants de ces effets sur la dépression. Ici, une étude plus récente
un peu plus de 150 patients qui étaient en crise suicidaire, donc qui étaient hospitalisés dans un service d'urgence psychiatrique suite à leur crise suicidaire, qui ont eu 2 sessions de kétamine ou 2 sessions de placebo, donc une perfusion à l'inclusion et une perfusion 24 heures après la première. Et ici encore, on voyait une efficacité de la kétamine par rapport au placebo, puisque 3 jours après la deuxième administration de kétamine, on avait 63% de rémission des idées suicidaires chez les patients qui avaient reçu de la kétamine, versus seulement 30% pour ceux qui avaient reçu le placebo. Et ces effets perduraient jusqu'à 6 semaines. Alors, ce qu'on reproche principalement à toutes les études qu'il y a pu avoir sur la kétamine ou même sur l'eskétamine, c'est qu'au final, on n'a jamais eu d'essais randomisés contrôlés en double aveugle. Au vu des effets dissociatifs et psychotomimétiques de la kétamine, c'est vrai qu'il est difficile de mettre en place ces essais en double aveugle pour montrer la réelle efficacité de la kétamine, parce qu'on peut légitimement se dire que d'une part, il va y avoir l'effet cocooning du patient qui va jouer, dans le sens où le patient va être accompagné pendant toute la durée de la perfusion par un soignant, donc quasiment toute une demi-journée, voire toute une journée. Il va avoir un suivi rapproché suite à la perfusion de la kétamine. Donc déjà, ça peut grandement jouer sur les idées suicidaires et l'état thymique du patient. Et aussi un petit peu un biais sur les effets ressentis par le patient. C'est-à-dire que forcément, le patient va lui donner quelque chose qui lui fait un effet fort. Inconsciemment, il va plus croire au fait que ça va fonctionner que si on lui donne quelque chose qui ne lui fait pas cet effet. Et jusqu'à aujourd'hui, ceci n'avait jamais pu être évalué. Je dis jusqu'à aujourd'hui puisqu'il y a un papier qui est actuellement en révision, qui va bientôt sortir et je pense qu'il va faire du bruit, d'où le fait que je vous en parle aujourd'hui. Donc c'est un essai randomisé contrôlé en double aveugle qui a été réalisé à l'université de Stanford. Ils ont recruté 40 patients qui souffraient d'un épisode dépressif caractérisé actuel, modéré à sévère. Donc ils ont attesté la présence de cet épisode dépressif avec le MINI, plus ils ont fait passer l'échelle MADRS, donc qui est une échelle d'évaluation de la dépression, où il fallait que ces patients aient un score supérieur ou égal à 31, ce qui signe vraiment la présence d'un épisode modéré à sévère. Et donc, ils ont séparé en deux, 20 patients qui ont reçu de la kétamine, 20 patients qui ont reçu un placebo. Et donc, pour tous ces patients, il s'agissait de personnes qui allaient subir une anesthésie générale pour une chirurgie. À noter que les anesthésiants utilisés étaient le propofol, des opioïdes, et la kétamine n'avait pas d'effet supérieur par rapport au placebo sur la rémission de la dépression, que ce soit à 24 heures, 48 heures ou 3 jours après la perfusion de kétamine et jusqu'à 14 jours après la kétamine. Donc, comme vous pouvez le voir là, en fait, pour les deux groupes, que ce soit le groupe placebo ou le groupe kétamine, on a une importante diminution de la dépression 24 heures après la perfusion, soit de kétamine, soit de placebo, mais pas de différence entre les deux groupes. Donc, on pourrait se dire qu'il y a un biais, notamment, par exemple, lié à l'utilisation des agents anesthésiants. Sauf que, notamment par exemple le propofol, pour lequel on a observé des effets antidépresseurs, mais les effets antidépresseurs qui avaient été observés avec le propofol n'étaient observés qu'à partir du moment où on donnait une dose assez importante pour avoir une suppression de l'activité EEG pendant au moins 15 minutes, ce qui n'était pas le cas chez ces patients. Et aussi le fait que ces patients aient reçu des opioïdes peut représenter un biais, puisque comme je vous le disais, on pense que le mécanisme d'action, que l'efficacité de la kétamine passe en partie par un mécanisme opioïdergique. Cependant, si les opioïdes avaient réellement interagi avec l'efficacité de la kétamine, on n'aurait pas eu une importante diminution aussi de la dépression dans ce groupe-là. À noter que vraiment, les diminutions au score de MADRS sont comparables avec toutes les autres études de la kétamine. Donc voilà, donc suite à voir concernant la kétamine, voilà, donc il semblerait au final qu'elle n'ait pas d'effet supérieur à un placebo, en tout cas quand c'est vraiment administré en essai randomisé contrôlé en double aveugle.
Aussi, quelques limites à son utilisation. Donc, la kétamine, on l'utilise principalement par voie intraveineuse, qui peut être compliqué chez certains patients. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même une nécessité d'administration répétée pour avoir des effets vraiment sur le long terme. Même si une bonne partie des patients répondent à ce traitement-là, il y en a quand même encore une partie qui sont non répondeurs. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une nécessité de trouver des alternatives thérapeutiques. Et la psilocybine pourrait être une bonne alternative. Donc, pour rappel, il s'agit d'un alcaloïde végétal issu des champignons psilocybes. Et en fait, la psilocybine, c'est ce qu'on appelle une prodrogue. Ce n'est pas elle qui va être active, c'est son métabolite qui est la psilocine. Donc, c'est vraiment la psilocine qui va avoir les effets psychédéliques et non la psilocybine. Donc, ces effets sont dose dépendants. Ils vont apparaître environ 20 à 40 minutes après la prise pour une durée de 4 à 6 heures. Et donc, la psilocybine, elle va avoir une action principalement sérotoninergique, puisqu'elle va être agoniste des récepteurs 5-HT2A. Et elle a été qualifiée assez récemment par la FDA comme vraiment une thérapie très innovante. Et en effet, en psychiatrie, on observe un regain d'intérêt pour cette molécule depuis environ une dizaine d'années et plus particulièrement depuis ces 5 dernières années. Et de nombreuses études ont montré des effets positifs de la psilocybine pour la dépression, notamment la dépression résistante, pour les troubles des conduites alimentaires, les troubles obsessionnels compulsifs et aussi les addictions. Actuellement, celle-ci n'a jamais été testée chez des patients suicidants. Pourtant, elle pourrait s'avérer très utile. Alors, tout d'abord, on sait que les patients qui ont une dépression suicidaire ont un dysfonctionnement du système sérotoninergique. La psilocybine, comme je vous l'ai dit, va être un agoniste des récepteurs 5-HT2A et en activant ces récepteurs, elle va créer une dépolarisation cérébrale très importante, ce qui va augmenter la connectivité. Donc, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma à droite, le petit A, c'est sans psilocybine et le petit B, c'est avec psilocybine. Donc, vous voyez bien que la connectivité est complètement décuplée. Et ceci va conduire à une interruption du réseau du mode par défaut. Donc, ce réseau du mode par défaut, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le cerveau n'est pas occupé à une tâche, l'esprit va vagabonder d'une pensée à une autre. Il va rester focus sur un certain type de pensée et ce qui va entraîner de nombreuses ruminations. Et bien, en fait, la prise de psilocybine va permettre vraiment de casser ce réseau du mode par défaut, donc ces ruminations, et permettre une nouvelle vision de ses actions et de ses pensées. Ensuite, on sait que les patients qui ont une dépression suicidaire ont une diminution de la neuroplasticité avec notamment, par exemple, des taux de BDNF beaucoup plus faibles que les patients non suicidants. La kétamine la psilocybine va augmenter les taux de BDNF, va activer la voie mTOR et ce qui va augmenter la synaptogénèse et la neuritogénèse aussi. Par exemple, dans une étude chez la souris, ils ont montré qu'une prise unique de psilocybine permettait une augmentation de 10% de la densité et de la force des connexions neuronales, ce qui apparaissait dans les 24 heures qui suivaient la prise et qui durait jusqu'à 1 mois, comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite. Elle va aussi avoir un effet sur l'inflammation. Or, on sait que dans la dépression suicidaire, comme d'ailleurs dans de nombreuses pathologies psychiatriques, on va avoir une inflammation de bas grade avec une augmentation des interleukines 1 et 6 et du TNF-alpha. La psilocybine va avoir une action anti-inflammatoire d'une part directe via une action sur les macrophages et un effet anti-inflammatoire indirect via la stimulation des récepteurs 5-HT2A. Et ceci va entraîner une diminution des taux d'interleukine 1, 6 et TNF-alpha. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, dans une culture cellulaire où ils ont mis du LPS, donc qui va créer une inflammation, quand on administre de la psilocybine, on a une diminution significative des taux de TNF-alpha par rapport aux témoins à qui on ne donne pas de psilocybine. Elle va avoir, donc la psilocybine va avoir un impact aussi sur la flexibilité cognitive, ce qui est très important chez nos patients suicidants, puisque, comme on le sait, dans la dépression suicidaire, on a une diminution de cette flexibilité cognitive, des comportements d'évitement aussi, et donc, comme je le disais tout à l'heure, aussi des ruminations, notamment des ruminations sur les idées suicidaires qui vont être très présentes. La psilocybine va augmenter la flexibilité cognitive, ce qui va permettre d'une certaine façon aussi de promouvoir l'acceptance. C'est un petit peu comme les TCC de troisième vague d'acceptance, comme la thérapie ACT, qui a fait ses preuves chez les patients suicidants.
la psilocybine va avoir ce même effet, mais de façon beaucoup plus rapide. Alors là, les mécanismes ne sont pas élucidés, mais ne sont pas très clairs, mais la psilocybine va pouvoir entraîner ce qu'on appelle une percée émotionnelle. Donc, on sait que la douleur psychologique est une composante très importante chez les patients suicidants et que souvent, cette douleur psychologique est associée à des événements passés, des événements traumatiques, notamment des traumas dans l'enfance. Et en fait, lorsque le patient va être sous psilocybine, celle-ci va permettre un appel à la mémoire autobiographique et elle va provoquer une reviviscence intense de ses souvenirs et de ses événements. Et donc, comme lorsqu'elle est prise avec un bon accompagnement, on va pouvoir casser les émotions négatives qui sont liées à tous ces événements de vie négatifs. Et en fait, les études ont clairement montré que plus cette percée émotionnelle était importante et plus les effets de la psilocybine sont durables dans le temps. Et enfin, la psilocybine va entraîner donc, ce qu'on appelle une expérience mystique. Donc, celle-ci est mesurable par une échelle qui a été validée, qui s'appelle la MEQ30 et qui va permettre d'évaluer à quel point le patient a eu une altération profonde de sa conscience, une dissolution de son ego, une altération de la perception du temps et de l'espace et a ressenti un sens d'unité. Et pareil, les études ont montré que plus l'expérience mystique au moment de la prise était importante, plus le bien-être provoqué par la psilocybine va être important et va durer sur le long terme. Là, encore une fois, les mécanismes d'action de cette expérience mystique ne sont clairement pas encore élucidés. Et enfin, le parallèle entre la psilocybine et ces fameuses TCC de troisième vague. Donc, comme vous pouvez le voir là sur le graphique à droite, au final, la psilocybine et les TCC de troisième vague vont agir à peu de choses près sur les mêmes choses et vont avoir les mêmes conséquences. Et on pourrait voir un peu les deux comme complémentaires. La psilocybine pourrait permettre un petit peu d'être le levier, l'impulsion qui permettrait de faire fonctionner plus rapidement et mieux ces TCC de troisième vague. Parce qu'on sait quand même que c'est long à suivre, c'est 1 à 2 séances par semaine pendant plusieurs semaines et ce n'est pas forcément possible pour tout le monde de suivre des psychothérapies aussi longues. Et donc la psilocybine pourrait permettre soit de pallier à ces psychothérapies, soit vraiment de pouvoir les faire un peu en accéléré. Donc comme je vous le dis, il n'y a pas actuellement d'essais cliniques de la psilocybine chez les patients suicidants, mais on en retrouve un certain nombre chez des patients qui ont une dépression résistante. Et même si les patients les plus à risque suicidaire étaient exclus de ces essais, certains présentaient quand même des idées suicidaires. Donc ici, je vais vous en présenter quelques-uns. Ici, un essai clinique chez 20 patients qui avaient une dépression résistante, qui ont eu 2 administrations de psilocybine à 1 semaine d'intervalle avec une psychothérapie de support. Et on avait une diminution significative de la dépression dès la première semaine et qui persistait jusqu'à 6 mois après la dernière prise de psilocybine. Et dans les critères secondaires, on avait les idées suicidaires avec une diminution significative des idées suicidaires qui perdurait jusqu'à au moins 8 semaines après la prise de psilocybine. Encore un autre essai clinique, pareil, une trentaine de patients, 2 administrations de kétamine. Ils ont évalué jusqu'à 5 semaines et moyennement encourageant, on va dire. Donc 60 patients qui avaient une dépression, un groupe qui a reçu 2 doses de ça a bugué. Et un groupe qui a reçu 2 doses de psilocybine d'1 milligramme à 3 semaines et 10 mg d'escitalopram pendant 6 semaines. Et en fait, là, ce qui a été montré, c'est qu'il n'y avait pas d'effet supérieur de la psilocybine sur l'escitalopram à 6 semaines. Alors après, le groupe placebo avait quand même reçu 2 fois 1 mg de psilocybine, ce qui peut potentiellement déjà avoir induit quand même quelques effets.
Et ce qu'il faut quand même retenir, c'est que la psilocybine a été aussi efficace que les citalopram. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, nos patients en psychiatrie, on a énormément d'inobservance thérapeutique. Près de 60% des patients en psychiatrie ne prennent pas ou ne prennent pas correctement leur traitement. Donc, c'est-à-dire que parmi vos patients, il y en a au moins 1 sur 2 qui ne prend pas son traitement correctement. L'avantage de la psilocybine, c'est que ça consisterait à une prise unique ou à 2 prises, et après, ils n'ont pas de traitement à prendre chez eux. Donc, au moins, on est sûr que l'observance, elle est respectée et que c'est efficace quand même, et que c'est efficace aussi chez eux. Donc, en perspective, la psilocybine semble tout de même être un traitement très prometteur. On a quand même besoin encore d'études complémentaires sur ces mécanismes d'action, de faire plus d'essais randomisés contrôlés, peut-être réussir à faire des essais randomisés contrôlés en double aveugle pour éviter qu'on nous reproche ce qui a été reproché à la kétamine ou à l'eskétamine. Donc, essayer de trouver des substances qui pourraient induire un effet psychodysleptique important, ce qui pourrait vraiment permettre de faire ces études en double aveugle. Et on a la nécessité quand même de comparer encore la psilocybine à des traitements existants. Et donc, il est vraiment important de promouvoir la recherche clinique sur la psilocybine. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, merci à vous deux pour ces présentations extrêmement intéressantes. Il y a eu plein de questions dans le chat. Oui, j'invite Hugo et Georges à nous rejoindre. On va pouvoir les passer en revue et puis discuter là pour les 20 minutes qui nous restent. Moi, j'avais une première question, alors qui est peut-être un peu provocatrice, mais qui est est-ce que finalement on doit considérer que les idées suicidaires sont un syndrome qui pourrait être indépendant de la dépression, puisque vous montrez que c'est à la fois quelque chose qui peut se surajouter en matière de gravité, qu'il peut y avoir une évolution de la dépression sans évolution des idées suicidaires, et puis qu'il y a aussi cette induction éventuellement par les antidépresseurs. Donc, je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre. Comme tu veux, Auré. Je commence peut-être. Alors oui, absolument. Et c'est un peu la bataille qu'on mène dans les suicidologues depuis quelques années, c'est de mettre, de voir les risques suicidaires, les crises suicidaires, les idées de suicide, les tentatives de suicide comme une entité un peu à part qui parfois va de la main avec la dépression. Très souvent, d'ailleurs, c'est les diagnostics les plus associés, mais qui parfois évoluent dans d'autres temporalités, non? Et qui ne sont pas forcément liés à la dépression, et notamment quand c'est associé à d'autres facteurs, dans les cas qu'on connaît tous, des troubles de personnalité en particulier, non? Il y avait un auteur anglais qui disait que les idées de suicide sont un peu comme les temps. C'est facile de prédire les temps pour demain ou après-demain, mais si on doit les prédire pour d'ici un mois, c'est impossible. Les idées de suicide, c'est un peu ça. Et la dépression, oui, c'est le principal diagnostic, mais c'est loin d'être le seul. On va prendre une autre question, donc cette fois-ci venant des participants. Il y avait une question sur les contre-indications de la psilocybine et les dangers. Peut-être que c'est quelque chose qu'on peut clarifier un petit peu. Psychotique, que ce soit personnel ou histoire familiale. Après, ça va être les principales contre-indications. Actuellement, elle n'a pas été testée encore chez les patients bipolaires. Je sais qu'il y a un essai en cours aux États-Unis chez les patients qui ont un trouble bipolaire. Donc, on attend les résultats avec impatience. Pour les comorbidités psy, c'est surtout tout ce qui va être caractéristique psychotique. Après, pour les contre-indications somatiques, il n'y en a pas beaucoup parce qu'au final, il y a assez peu d'effets indésirables. Pour l'instant, il y a très peu, puisqu'il n'y a pas d'effets indésirables cardio, etc., comme on peut retrouver avec d'autres molécules comme la MDMA, par exemple. La psilocybine, ce n'est pas le cas. Donc, il y a assez peu de contre-indications, finalement, actuellement, en tout cas. Il y a souvent une question sur l'utilisation combinée avec les antidépresseurs sérotoninergiques. Qu'est-ce qu'on connaît? Alors là, il y avait
deux débats. Le premier, c'était que l'utilisation de la psilocybine avec des sérotoninergiques, en fait, que les antidépresseurs sérotoninergiques pouvaient diminuer l'efficacité de la psilocybine, ou alors qu'on pouvait faire un syndrome sérotoninergique si on utilisait des antidépresseurs sérotoninergiques et de la psilocybine. Et il y a un énorme essai randomisé qui a été fait en Australie où tous les patients recevaient un antidépresseur sérotoninergique. Il n'y a pas eu de diminution d'efficacité de la psilocybine et il n'y a eu aucun effet, il n'y a eu aucun syndrome sérotoninergique de la part des patients. Donc à confirmer, mais en tout cas, c'est plutôt bon signe. Moi, peut-être, j'aimerais bien reprendre aussi une question pour Georges sur la mirtazapine. Est-ce qu'on a une idée du mécanisme par lequel ça serait particulièrement intéressant pour la dépression avec des idées suicidaires? Oui, je profite parce que je crois que je n'ai pas été très clair là-dessus dans la présentation parce qu'il y a des questions sur les mécanismes. Pourquoi? Déjà, les résultats sont un peu contradictoires. Donc, il y a une étude, notamment l'étude de Coupland, sur cette grosse cohorte anglaises qui commençait un traitement antidépresseur et qui a trouvé qu'il y avait 3 antidépresseurs qui étaient particulièrement associés au développement d'idées de suicide. Et c'était la venlafaxine en première, de l'ARS. Ensuite, c'était la mirtazapine et la trazodone, qu'on n'a pas en France. Mais la mirtazapine apparaissait en deuxième. Par contre, dans les conférences de consensus, on voit la mirtazapine apparaître comme la meilleure option. Et je partage cet avis. Hein. Je pense que la mirtazapine, c'est le type d'antidépresseur, on sait bien qu'on utilise dans les cas qu'on trouve une certaine gravité, qui a cet effet sédatif et très subtil dans les cadres de la gestion des crises suicidaires. Et qui donc, il y a un biais d'indication clairement dans les études observationnelles où il n'y a pas des contrôles et qui fait que les cas les plus graves vont recevoir souvent justement la venlafaxine et la mirtazapine. Non? Donc, je pense qu'il faut interpréter ces résultats vraiment avec cette nuance, vraiment des études observationnelles, biais d'indication. Ça ne veut pas pour autant dire que la mirtazapine et la venlafaxine ne peuvent pas être utilisées. Il faut juste faire plus d'attention, surtout avec la venlafaxine et les inhibiteurs de β. Mais alors, je rebondis là-dessus et ça, je vais aussi adresser ma question à Bénédicte, mais c'est intéressant parce qu'à la fois la mirtazapine et la trazodone sont des antagonistes des récepteurs 5-HT2. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, si on prend aussi le mécanisme d'action de la psilocybine, qu'il y a quelque chose derrière cette voie d'action sérotoninergique? Oui, alors après, ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est qu'au final, ils ont des mécanismes d'action contraires qui fonctionnent. Après, je pense que la psilocybine, là où ça fonctionne par rapport à son agonisme 5-HT2A, c'est qu'en fait, ça va être... je vais y arriver. Ça va permettre cette dépolarisation importante au niveau cérébral. C'est pas sur du long terme. Les autres mécanismes d'action de la psilocybine qui vont plus être sur le long terme, ça va être tous les effets anti-inflammatoires, BDNF, etc. Là, cet agonisme 5-HT2A, c'est vraiment du court terme, c'est cette dépolarisation importante. Peut-être qu'après, sur le long terme, c'est plus l'antagonisme 5-HT2A qui sera bénéfique. Autre débat relancé par le docteur Guillaume Font, il demande est-ce qu'il existe des bad triples sous psilocybine? Est-ce que c'est des choses qui sont décrites dans la littérature? Est-ce qu'il faut y faire attention? À quoi il faut faire attention? Alors là-dessus, il y a une très belle revue de la littérature de Zeifman et al. Qui est sortie en 2021 ou 2022, je ne me rappelle plus. Elle se retrouve assez facilement. Où en fait, il a fait justement les risques un peu de bad trip ou les risques suicidaires suite à l'utilisation de la psilocybine, où il a comparé en fait quand on a commencé l'utilisation de la psilocybine dans des essais cliniques dans les années 70-80. Après, il y a toute une partie sur l'utilisation de la psilocybine à usage récréatif. Et ensuite, depuis que les essais cliniques beaucoup plus sécurisés ont commencé en 2010. En fait, ce qui montre, c'est que dans les années 70-80, il y avait quelques effets indésirables, quelques bad trips, mais comme on le sait, les essais cliniques à l'époque n'avaient pas des critères d'inclusion et d'exclusion aussi rigoureux qu'on peut avoir aujourd'hui.
Quand c'est utilisé à usage récréatif, bah oui, il peut y avoir des événements, ça reste quand même rare, mais il y a des effets de bad trip, il y a des émergences d'idées suicidaires ou de tentatives de suicide. Mais encore une fois, c'est pris sans supervision médicale. Et en fait, quand on fait l'historique des personnes à qui ça arrivait, en tout cas, il l'a fait pour certaines, bon, on se rend compte qu'il y avait des histoires de troubles psychotiques familiaux, etc. Et en fait, ce qui montre, c'est que depuis qu'on a recommencé des essais cliniques là, dans les années 2010, et ben, en fait, on n'a plus aucun effet indésirable de bad trip, voilà, de tout ce qui est à risque suicidaire, ou alors très, très peu, parce que beaucoup plus contrôlé et qu'il y a une sélection vraiment très rigoureuse des patients. Donc effectivement, ça soulève quand même la question de la psilocybine, oui, mais pas pour tout le monde, et clairement sous supervision médicale. Et là, peut-être que l'approche de psychothérapie assistée aussi participe à une meilleure gestion de ces effets-là. Exactement, c'est ce que j'ai dit par rapport à la reviviscence des souvenirs. Si on ne la fait pas avec un accompagnement qui est formé, qui sait comment réagir et qui sait justement comment on va réussir à casser un petit peu les émotions négatives liées à cet événement traumatique, en fait, ça va avoir des effets complètement délétères pour le patient au lieu d'avoir des effets bénéfiques. Peut-être une autre question dans le chat. Est-ce qu'on peut accorder la même place à la myancérine et à la mirtazapine? Peut-être pour Georges. Oui, similaire. Alors, c'est vrai que la plupart il n'y a pas beaucoup de données sur la myancérine dans les études, alors qu'il y a beaucoup plus sur la mirtazapine qui est beaucoup plus utilisée internationalement. La myancérine, c'est quelque chose qui est plus utilisé ici en France, mais oui, pour moi, il n'y a pas. Je donnerais la même place. Et moi, j'ai une autre question encore pour Georges, qui est une question un peu naïve, mais finalement, donc, vous montrez qu'il y a davantage d'apparitions d'idées suicidaires à la première semaine. Il y a souvent cette idée de dissociation un peu idéomotrice, avec une amélioration de la dimension de ralentissement, sans amélioration finalement du contenu des idées chez les patients qui présentent un tableau dépressif. Et je voulais savoir quel était votre avis sur ce lieu commun. Est-ce que vous souscrivez à cette analyse? C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'explication un peu d'émergence des idées de suicide. Il y a les syndromes d'activation, la bipolarité un peu cassée, et souvent on parle aussi de cet effet plus rapide sur l'inhibition un peu psychomotrice que sur les idées de suicide. Après, dans la réalité, il n'y a pas de preuves là-dessus. Il n'y a pas d'études qui ont pu évaluer cela. D'ailleurs, il y a très peu d'études. Moi, c'est quelque chose qui m'a surpris quand on a fait notre travail sur les syndromes d'activation. Il y a très peu d'études sur les syndromes d'activation. J'imagine qu'en partie, c'est parce que c'est une question qui n'est pas très facile à étudier, qui reste quelque chose d'assez subjectif. Mais bon, c'est quand même étonnant, et je trouve que c'est une question peut-être à approfondir, mais il n'y a pas de données là-dessus. Donc, oui, une théorie spéculative qui, moi, dans ma pratique, ça m'est arrivé de voir des patients, effectivement, où j'ai trouvé un peu cet effet, mais ça me semble loin d'être l'effet le plus fréquent d'émergence des suicides, en tout cas. Il y a Guillaume Font qui rebondit un peu sur cette réponse. Le syndrome d'activation, par exemple, des idées psychotiques, des symptômes psychotiques, et puis aussi dans le cadre du traitement de la dépression comorbide dans la schizophrénie. Plutôt pour Georges aussi. Alors, traitement de la dépression comorbide dans la schizophrénie. Je ne sais pas trop dans quel sens c'est la question. Les risques d'émergence d'idées de suicide, c'est similaire. Enfin, est-ce que... Oui, ok, je crois que je vois un peu. L'idée, ce serait, est-ce que la présence d'une comorbidité psychotique va changer un peu les données que je vous ai présentées? Là aussi, il y a très peu de données. On sait qu'il y a des syndromes d'activation, par exemple, ça apparaît indépendamment du diagnostic, quand il y a l'introduction de l'antidépresseur. Vous avez vu dans les données de l'étude australienne, mais aussi dans les études les cohortes un peu plus importantes des INDEP ici en Europe ou une étude en Allemagne, ils comprenaient aussi des symptômes psychotiques et parfois des troubles psychotiques, qu'il y avait la même émergence des suicides
et avec plus ou moins la même fréquence. Donc, il n'y a pas de différence en fait si on rajoute une comorbidité psychotique. Moi, j'ai une autre question qui s'adresse peut-être à vous deux. Finalement, dans cette idée, dans la continuité un peu de la question du bad trip, mais aussi du syndrome d'activation, je me demandais et puis aussi de l'observation clinique que pour certains patients, par exemple, le passage à l'acte a quelque chose de cathartique aussi par rapport aux idées suicidaires. Et je me demandais quel était votre avis sur finalement une forme d'exposition à des idées suicidaires qui pourraient être intensifiées, que ce soit dans le cadre de l'expérience psychédélique ou dans le cadre finalement peut-être un peu paradoxalement du syndrome d'activation pour une forme de résolution de ces idées suicidaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour la psilocybine, je ne sais pas, je n'y ai jamais été confrontée. Autant pour la kétamine, je pense que c'est déjà arrivé, enfin, nous, ça nous est déjà arrivé, je ne pense pas qu'à nous, d'avoir des patients qui ont une recrudescence très importante d'idées suicidaires sous kétamine ou eskétamine. Et ça n'a pas des effets bénéfiques, même après l'administration. Après, c'est peut-être aussi parce que généralement, on arrête à ce moment-là la perfusion, on arrête l'administration d'eskétamine. Mais en tout cas, quand ça arrive, derrière, les idées suicidaires sont renforcées. Parce que j'observe. Ouais. Oui, oui, et plus particulièrement pour la psilocybine, parce qu'on a travaillé ensemble avec Bénédicte là-dessus. Enfin, je crois que ce qu'on voit dans les essais cliniques qui ont été faits, en tout cas, c'est une réponse assez claire des idées de suicide. Mais effectivement, on pourrait imaginer un risque accru dans certains cas. Il nous manque un peu de données là-dessus, des études un peu spécifiques sur la dépression suicidaire. C'est ce qu'a dit Bénédicte tout à l'heure. Peut-être une petite précision en revenant sur la dimension de psychiatrie périnatale dont tu as parlé au début, Georges. Il y avait une question sur est-ce que la femme déprimée est plus à risque d'avoir des malformations néonatales. Ça, tu avais répondu un peu dans le chat, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire un peu par rapport à ce que tu as montré comme information? Alors, juste, ce que j'ai nommé là, c'est parce que dans cette étude, qui est une umbrella review, donc qui prend tous les effets adverses dans les études observationnelles des cohortes, des cas contrôle, les premiers effets adverses qui étaient signalés, c'était lié à des malformations ou des problèmes liés autour de la périnatalité et les traitements avec des antidépresseurs, c'est la femme enceinte. Alors, donc, il y a une recommandation d'éviter, dans la mesure du possible, des antidépresseurs, surtout dans les trois premiers mois. Et ensuite, il y a une association dans cette umbrella revue qui est sortie sur les risques de développement d'autisme et d'une naissance préterme. Mais comme pour les conduites suicidaires, ce que j'ai un peu marqué dans les SAT, pour les conduites suicidaires, quand on ajuste par les biais d'indications, en fait, cette association disparaissait. Et ce qui, bon, pour les auteurs de cette révision impliquait que, voilà, encore une fois, il faut toujours, c'est pas que les antidépresseurs soient parfaits et qu'on peut les utiliser partout, il y a des risques, mais il faut bien faire un balance bénéfice-risque et qu'en fonction de la sévérité des cas, ça vaut la peine d'introduire ou pas l'antidépresseur, y compris pendant la grossesse. Et peut-être rappeler que dans la balance justement des risques, le fait d'avoir des troubles aigus psychiatriques pendant la grossesse, c'est aussi un facteur de plein de complications obstétricales. Absolument, oui. J'ai encore une question. On dit souvent, enfin d'ailleurs ça a été montré dans la littérature, que la clozapine et le lithium avaient des actions antisuicidaires. Donc, vous n'en avez pas trop parlé. Quelles seraient vos préconisations pour l'utilisation de ces molécules dans le cas justement de patients extrêmement suicidaires? Déjà, préciser que la clozapine, c'est le seul médicament qui, aux États-Unis, a son AMM dans l'utilisation chez les patients schizophrènes suicidaires. C'est le seul. Donc, la clozapine, oui, a d'importants effets, en tout cas, pour prévenir les conduites suicidaires. Après, c'est quand même un traitement lourd qui entraîne une grosse surveillance.
Le lithium, certains diraient que oui, mais je trouve que la surveillance du lithium est quand même beaucoup moins lourde que la clozapine, il y a beaucoup moins de risques. Et le lithium actuellement est l'un des meilleurs traitements qu'on ait à disposition pour prévenir les conduites suicidaires. On commence pareil à trouver un nombre de méta-analyses incalculables sur l'efficacité du lithium dans la prévention des conduites suicidaires. Notamment, je pense à une méta-analyse de 2018, si mes souvenirs sont bons, qui montrait que 50 traitements au lithium permettaient de faire revenir des patients qui avaient un trouble bipolaire à un risque similaire à la population générale de tentative de suicide ou de décès par suicide. Alors, souvent, les praticiens peuvent se dire « Ah mais oui, mais je ne vais pas donner un traitement qui risque de tuer un patient qui est suicidaire parce que s'il fait une IMV avec son lithium, il ne se loupera pas. » Déjà, je trouve que les proportions de tentatives de suicide par lithium sont assez faibles par rapport aux proportions de tentatives de suicide avec antidépresseurs, même chez les patients qui ont du lithium. Et ensuite, si jamais le praticien a vraiment peur de mettre en place du lithium par rapport au risque de tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, il peut toujours mettre en place une délivrance fractionnée hebdomadaire en lien avec la pharmacie. La pharmacie ne donnera qu'une semaine de traitement. Et enfin, en tout cas, nous, à Montpellier, c'est ce qu'on fait. Moi, j'appelle systématiquement les pharmacies des patients qui ont un risque suicidaire et je négocie avec eux pour cette délivrance fractionnée. Les pharmaciens sont tout à fait réceptifs. Quand ils comprennent l'enjeu et le risque, franchement, ils jouent le jeu, ils le font très bien. Et je trouve ça dommage qu'on n'utilise pas assez le lithium parce que actuellement, c'est vraiment le meilleur médicament qu'on ait à disposition pour prévenir les conduites suicidaires. Je ne sais pas ce que tu en penses, Georges, mais... Oui, je suis d'accord. Enfin, l'utilisation de lithium en add-on dans la dépression résistante, c'est vraiment dans les recommandations et clairement pour les patients suicidaires. Donc, on n'a pas parlé parce qu'on parlait d'antidépresseurs, mais effectivement, ça vaut la peine de le mentionner. Par contre, je pense il y a une nuance à dire par rapport à la clozapine et le lithium. La prévention, la diminution de risque, c'est pas dans les courts termes, c'est une diminution Oui, de c'est dans risque le long terme. dans les moyens long terme. Donc, quand on a un patient sévèrement suicidaire, ce n'est pas le lithium ou la clozapine, enfin, qui nous intéresse en premier temps. Hein. Donc là, on intervient avec la sécurisation de l'environnement, les traitements sédatifs. On ne pense pas à les stratégies antidépressives à ce moment-là. Bon, en fait, alors ça a suscité pas mal de questions dans le chat. Malheureusement, il est l'heure de clôturer. Je voulais d'abord vous remercier encore pour ces 2 présentations extrêmement intéressantes, pour tous les échanges aussi qui ont eu lieu ensuite, qui étaient, là encore, je trouve, extrêmement stimulants, extrêmement éclairants. Et puis, on va quand même passer quelques diapos pour vous rappeler qu'il faut devenir membre de l'AFPBN et régulariser votre cotisation si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et par ailleurs, je vous rappelle que l'AFPBN organise régulièrement des webinaires, que le prochain webinaire aura lieu le mercredi 31 mai, là encore sur la question du suicide, mais en lien avec la question de la responsabilité du psychiatre. Et vous êtes bien sûr tous invités à participer à ce webinaire. Voilà. Je remercie aussi Hugo de m'avoir accompagné dans l'animation de cette séance. Et puis, merci à tous les participants, bien sûr, d'avoir activement contribué à la discussion. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir.